Alors, est-ce que j'ai toujours voulu faire ce métier? J'ai toujours eu un désir d'artistique que je n'ai jamais vraiment exprimé. J'ai commencé par un chemin qui n'a rien à voir avec l'artistique. Je me destinais à être instite. Donc j'ai été jusqu'à l'IUFM, donc j'ai vraiment été jusqu'au bout de mes études. Et arrivé à la fin, j'ai un peu pris mon indépendance familiale, c'est-à-dire que j'avais rempli mon contrat. J'ai fait mes études, j'ai été jusqu'au bout, mais je ne serais pas instite. J'avais décidé de faire quelque chose de beaucoup plus artistique et créatif, et je voulais faire une école de comédien. Et donc, une fois que j'ai passé mon concours d'IUFM, je suis revenue à Paris, parce que j'ai dû partir en Savoie un peu... histoire familiale. Et je suis donc remontée à Paris et je me suis inscrite dans une école de comédien en cours du soir pour commencer, parce que j'ai dû travailler pour financer ça. Ouais. Et ensuite, avec tout l'argent que j'ai mis de côté, j'ai pu financer une école de 2 ans à temps complet. Donc j'ai fait 3 ans de comédienne et au cours de ces 3 ans, je me suis intéressée à l'écriture notamment et j'ai commencé à écrire mes premiers textes. J'ai commencé mes premiers castings. En parallèle à l'école toujours et ensuite après. Donc un peu de tragédie, un peu de comédie, un peu de théâtre, un peu de court-métrage, quelques longs-métrages également. Et je me suis vite rendu compte que ce que je préférais, c'était l'écriture. Et donc j'ai commencé à freiner tout ce qui était jeu pour travailler beaucoup plus sur le développement de personnages et d'histoires. Alors dis-moi, comment s'appelle ce cours de comédie? Alors l'école que j'ai faite, c'était Alain de Bock. C'est l'école où je suis restée 2 ans, qui proposait une formation assez variée avec comédia dell'arte, clown, interprétation, etc. Donc c'est là-dedans que je suis restée pendant 2 ans. Et ça m'a bien formée, c'était assez complémentaire. Et après cette école, j'ai juste suivi un petit cursus de quelques heures par semaine avant de me détacher complètement des cours de théâtre. Et depuis combien de temps réalises-tu Alors, j'avais commencé donc à écrire du théâtre et la première réalisation remonte à 2011 pour Delirium Femina, le premier court-métrage. Ça a été une très bonne expérience, particulière. C'était ton premier court-métrage? Premier court-métrage, expérimental. Donc là, je suis partie dans un univers qui n'avait plus rien à voir avec ce que je faisais auparavant. Assez particulier, très coloré, très mystérieux. Et je suis restée dans le travail de l'angoisse et du suspense, vu que j'ai enchaîné avec un second court-métrage que je viens de terminer, enfin qui a été terminé il y a 3 mois maintenant, et qui est également sur un travail d'ambiance. J'aime beaucoup travailler sur les ambiances pesantes et lourdes. Comme c'est du court-métrage, je me suis permise de faire des choses un peu excentriques, avant maintenant de me lancer dans quelque chose de plus construit, de plus traditionnel, ce qui passe plus au cinéma en tant que long métrage. D'accord. Et ton dernier court-métrage, comment il s'appelle d'abord? Pour la vie. D'accord. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette histoire? Alors ce deuxième cours, à l'origine, c'est une pièce de théâtre. C'est ma première pièce qui a été publiée en 2010. Alors ça montre le type de sujet qui m'intéresse, des sujets assez sombres, notamment ici le suicide. J'aime beaucoup en fait les sujets qui traitent des douleurs de la société. C'est souvent des sujets qu'on ne traite pas forcément et j'ai essayé de le traiter avec humour noir dans la pièce de théâtre qui a été éditée. Le court-métrage, lui, est plus axé sur le côté un petit peu sombre. On perçoit un peu le second degré, mais il a été beaucoup moins traité vu que ça représente 9 minutes de film sur une pièce de théâtre de plusieurs pages. Donc c'est le suicide, la souffrance humaine et le désespoir en fait, la solitude. C'est beaucoup la solitude. J'aime beaucoup traiter des personnages solitaires. Est-ce qu'il y a un côté psychologique Beaucoup, il y a beaucoup de psychologie. J'aime beaucoup traiter en fait des maux de la société. Tout ce qui est SDF, notamment dans un court-métrage, la prostitution. J'aime les laisser pour compte, ceux à qui on ne donne pas la parole. J'aime beaucoup parler d'eux, leur donner la parole dans mes films et en faire parfois des personnages un peu burlesques pour essayer de faire passer le côté tragique au second degré, pour éviter que ce soit vraiment trop larmoyant, trop réel, parce que c'est vrai que c'est pas non plus des sujets très gais. Donc j'essaie toujours de rajouter un peu de folie à l'intérieur de ces personnages pour égayer un peu les situations ou les histoires. Tu m'entends? Je vais tout faire péter. Tu t'en fous. Donc quelle charge de travail a représenté pour toi l'élaboration du film, le dernier court-métrage?
Le dernier cours, alors ça représente en général un court-métrage de à peu près 1 an, c'est-à-dire de l'écriture jusqu'à la recherche des personnes pour l'équipe technique, casting, réécriture et ensuite recherche des lieux de tournage, que je fais tout par moi-même, mais avec des aides, des personnes avec qui je travaille, c'est souvent les mêmes personnes d'ailleurs. Ça prend après, le tournage en lui-même, il prend pas beaucoup de temps, parce que c'est des cours, mais après tout ce qui est montage, travail du son, gros travail de musique. J'ai une personne, Frédéric Brie, qui travaille avec moi, qui lui me fait tout le travail du son, le mixage, la création musicale. Je crois que c'est lui qui fait une des plus grosses parties du travail sur les courts-métrages que je fais. Donc le domaine du son est très important, tu peux m'en dire plus J'aime beaucoup la musique en fait. Je trouve que la musique éveille des émotions, ça les décuple, ça ajoute beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour mes courts-métrages surtout, vu qu'ils sont expérimentaux, j'ai besoin d'une ambiance particulière, j'ai besoin qu'il y ait des sons, un travail sur la voix, sur le souffle. J'aime beaucoup essayer de transmettre au public le sentiment du personnage accentué par cette musique. Donc ça peut être des basses, ça peut être des violons, ça dépend un peu ce que je lui demande selon les films. Là pour le dernier en l'occurrence, c'est beaucoup de travail sur le côté un peu oppressant. Beaucoup de percussions, mais très douces, très noyées, des bruits d'ambiance parce qu'ils sont dans la mort en fait, mes personnages. Ouais. Donc je voulais qu'il y ait quelque chose d'étouffant et d'angoissant dans cet univers très noir à l'écran. Il y a juste leur visage, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Et c'est vrai que Frédéric Brie m'a beaucoup mis des sons d'ambiance comme je voulais, et il m'a vraiment enrichi tout ça. Il m'a trouvé parfaitement les sons qu'il fallait. C'est une idée, c'est mon point de vue personnel sur mon travail. Le son et la musique en particulier, ça permet d'aider à raconter une histoire, ça permet de faire ça en fait. Et du coup d'enrichir plus le court-métrage. Tout à fait, le contexte, l'histoire et surtout la charge émotionnelle. La charge émotionnelle, pour moi, c'est important. L'émotion du personnage qui peut être transmise au spectateur, je pense que c'est ça un film réussi, et le cinéma. Alors après, c'est vrai que ce court-métrage-là, encore en l'occurrence, c'est de l'expérimental. Donc c'est assez différent au niveau de la passation de l'émotion. On ne peut pas forcément, se reconnaître dans un des personnages tout du long, parce que ce n'est pas l'histoire d'un personnage. Là, je me suis axée pour la vie sur quelques minutes de la pièce. Du coup, on ne sait pas énormément de choses sur ces personnages. On a du mal un peu à se mettre à leur place, mais je pense quand même que la souffrance et leur solitude arrivent quand même à passer. D'accord. C'est mon impression. Juste un truc, j'avais vu le film, oui. Et quand tu parles, tu n'avais pas assez de temps de raconter, de savoir qui est comme personnage. Est-ce qu'il fallait, par exemple, je sais pas moi, installer une sorte de... tu vois, tu as un déclencheur, une rencontre ou n'importe quoi, une action, et tu as une sorte de décor où tu as la vie quotidienne des personnages. Et tu as voulu le faire, ça? Alors, en fait, la pièce de théâtre se passe complètement dans la mort. Il y a juste une petite scène qui est ce court-métrage. Cette petite scène, c'est eux dans la vie, avant de se donner la mort. Le pourquoi ils sont dans ces ténèbres. Le court-métrage qui a été réalisé, on les voit dans la mort, mais tout le reste du film, la plupart du film, les 3/4, ils sont dans la vie. C'est-à-dire qu'ils racontent le pourquoi ils racontent par leur gestuelle, pas forcément par les mots, ou par une lettre d'adieu, le pourquoi ils veulent quitter la vie qui leur est insupportable, cette solitude qui les étouffe. C'est vrai que le film, c'est pour ça qu'il est différent de la pièce, c'est qu'il traite surtout des personnages dans la vie. Je ne pouvais pas faire que des personnages dans la mort, c'est pas ce que je voulais montrer. C'est ma façon, à moi, d'essayer de choper le spectateur et de lui montrer que peut-être qu'autour de lui, ou peut-être que lui-même, à certains moments, il se trouvait seul, et il a peut-être voulu passer le cap du suicide, qu'on ne voit pas. C'est pas un film trash, comme tu as pu le voir. C'est un peu une espèce de poésie de l'angoisse, un petit peu une poésie de solitude, et finalement, la mise à mort, on ne la voit pas. On les voit dans la mort. C'est ça surtout que j'ai voulu montrer avec ce film. C'est vrai que j'ai plus axé sur la vie, plutôt que sur la mort, comme la pièce à l'origine. Alors, avec quelle caméra as-tu tourné, et pourquoi ce choix? Je tourne au 5D pour des raisons économiques. Tu ne connais pas ça?
Pour raison économique, j'ai failli avoir d'autres caméras, mais c'est vrai qu'au niveau budget, si je mettais tout l'argent pour les grosses caméras, après au niveau lumière, au niveau travelling, au niveau tout ça, j'avais plus du tout de budget. Donc j'ai préféré rester au 5D. Ça reste un court métrage. Maintenant, il y a même des longs métrages de toute façon qui font au 5D. L'image reste propre, elle reste diffusable. Après, c'est vrai que rien ne remplace une superbe caméra. Ce sera pour plus tard. Ouais, et par rapport au logiciel de montage, quel est le nom du logiciel déjà? Ça sera Final Cut Pro. En général, et pourquoi ce choix? C'est pas moi qui monte, c'est les monteurs avec qui travaillent dessus. Tu voilà. les assistes? Alors non, pardon. Le premier, c'était sur Final Cut. Oui, je les assiste. Le second, c'était sur Adobe. Adobe Premiere. Voilà, exactement. Okay. Parce qu'il n'était pas sur Mac, il était sur PC. Donc finalement, le résultat est le même, c'est monté. Ouais, le monteur, je laisse gérer après avec quoi il veut travailler. Après, je suis toujours à côté des monteurs. Pas toujours, des fois je les laisse travailler, mais j'aime bien suivre, j'ai besoin de suivre. Parce que j'ai une attente particulière au niveau du montage. Et une fois qu'il y a mon petit canevas, après, voilà, on discute. Et notamment avec le dernier monteur qui est très bien, Nicolas Blusson, qui lui m'a vraiment bien redirigé au niveau compréhension. Parce que bien sûr, des fois, je trouve ça important pour moi d'avoir des gens qui sont d'accord ou pas d'accord, qui osent me dire, écoute, là je ne comprends pas, là peut-être ça serait mieux de mettre ce plan ici, le plan là je comprendrais mieux. Et là c'est vrai que pour moi le résultat est réussi par rapport, est mieux que ce que je pensais. Parce que Nicolas était vraiment un grand apport positif pour ce film. Quelle est ta meilleure expérience de tournage? Je dirais la première pour le moment, parce que je n'en ai que 2 de vraies expériences professionnelles. J'ai filmé d'autres choses, mais c'est plus filmer du live, filmer des représentations, des défilés, ou faire de mini courts-métrages comme ça. Donc mes 2 projets qui sont plus professionnels dans le cadre, je dirais que c'est le premier, parce que ça reste le premier. Parce que c'était une énorme machine qui a duré 4 jours avec une trentaine de personnes. Il y avait déjà une douzaine de comédiens, donc déjà ça faisait beaucoup. Il y avait beaucoup de costumes excentriques vu que ça aborde le sujet du fantasme visuel avec un fond d'angoisse. Et donc j'avais pas mal de comédiennes, une infirmière, une écolière. C'était assez drôle, assez bon enfant. C'était vraiment une bonne expérience pour moi. Mon premier vrai projet où je dirige des vrais gens qui ont un vrai CV avec du vrai matériel. Et pour moi, pour le moment, c'est ma première expérience vraiment qui m'a vraiment marquée et qui fait que j'ai voulu en faire un second et qui fait que j'aimerais bien passer maintenant au stade du long métrage. Tant mieux. Un jour peut-être, j'espère. Oui. Alors, as-tu des anecdotes à nous raconter, mis à part ton souvenir, ta meilleure expérience de tournage? Est-ce que tu as participé à d'autres projets? Tu es comédienne, notamment. Oui, j'étais comédienne, je suis de moins en moins. Je l'ai été plus au théâtre qu'au cinéma. J'ai fait beaucoup plus de projets de théâtre. Après, niveau anecdote, j'en ai pas particulièrement, hormis peut-être des fois, la dernière fois, mon dernier projet, à la dernière date d'ailleurs, au mois de novembre, où je suis tombée de scène. C'est pas vraiment des expériences ou des anecdotes incroyables. Explique-moi ça. C'est quand tu joues sur une scène qui fait 2 mètres de diamètre, en fait c'est un ancien pipe show. C'est le théâtre qui s'appelle La Cible. Et c'est du one man qui a là-bas beaucoup. Et nous, on a joué un projet de cabaret. Donc j'étais avec 2 danseuses, moi j'étais la comédienne. Et donc nous avions des entrées et des sorties de scène normales, et des fois pendant un noir. Sauf que quand tu as une scène de 2 mètres de diamètre avec une petite entrée là, quand la personne, quand tu te retrouves dans le noir et que tu dois te retourner et que tu crois que tu es face à la sortie et que tu trouves pas le rideau et tu te dis je suis où? Et là, la musique se met en route parce que c'est aux filles de rentrer pour danser. Et là, tu sens que tu as le rideau, sauf qu'en fait, tu n'étais pas au milieu, tu étais complètement à gauche. Et en mettant ton pied, tu tombes. Et bon, voilà. J'ai pas d'anecdotes réellement sur mes tournages, c'est plus des anecdotes de comédienne, quoi. Oui, d'accord. Donc là, surtout des 2 gamelles qui me sont arrivées, une perte de texte aussi une fois, les petits aléas du direct en fait, on va dire. Ouais. Mais j'ai pas d'anecdote. Ça n'a pas fait mal au moins? Non, ça va. D'accord. Je suis une dure à cuire, une coriace. Ouais, c'est bien. Juste un petit bleu. Rien du tout. Je suis vite repartie en coulisses, ni vu ni connu, on a continué. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à en vivre?
Alors, est-ce que j'ai toujours voulu faire ce métier? J'ai toujours eu un désir d'artistique que je n'ai jamais vraiment exprimé parce que c'est quelque chose qui ne se faisait pas dans la famille. C'est-à-dire que dans la famille, comme dans beaucoup de familles, artiste, il y en a un qui réussit sur 1 million, c'est un métier de crève-la-faim, arrête de rêver, voilà, trouve un métier normal, tout ce que tout le monde, souvent, on a déjà entendu. Donc j'ai toujours gardé en moi, j'ai vraiment attendu mon indépendance financière à la fin de mes études. Ensuite, je n'en vis pas totalement. En fait, ça dépend des moments. À certains moments, j'ai mes cachets qui suffisent en comédienne. Mais en tant qu'auteur, malgré 2 publications, comme les pièces n'ont pas été jouées, je n'ai pas encore de droit d'auteur. En ce qui concerne les courts-métrages, ça reste du court-métrage. Donc pour le moment, en tant que réalisatrice ou auteur, je ne gagne pas suffisamment d'argent et j'ai donc un travail en parallèle, en intérim. Et je suis en train d'essayer de monter un projet aussi pour partir à l'étranger et faire de l'artistique à l'étranger. C'est bien ça. C'est bien, c'est pas encore fait. Non, mais je suis en train de le mettre en place, j'ai beaucoup d'espoir, mais beaucoup de travail dedans et j'espère que ça va se réaliser. J'espère pour toi. Alors, que penses-tu des plateformes sur Internet pour financer des films via KissKissBankBank ou Ulule? Je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est assez difficile de trouver des producteurs. Ça peut permettre aussi d'avoir une première enveloppe qui peut être assez conséquente, pas suffisante pour payer tout le monde, ça c'est sûr. Parce que le problème de ces plateformes, c'est que plus on demande, plus c'est difficile d'avoir la totalité qu'on demande. Et si on ne l'atteint pas, même s'il ne demande que 200 €, on n'a rien du tout, on perd tout. Et c'est vrai que souvent, on fait appel à notre propre réseau. Donc c'est la famille, c'est les amis, mais c'est quand même bien. Franchement, je ne l'ai pas encore fait, mais ça apporte quand même un peu d'argent, ou ça peut aussi permettre de mettre en place des projets de reportage ou écrire un livre, de la BD. Franchement, je trouve ça pas mal. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée. Je ne l'ai pas encore fait. Est-ce que tu penses que ça permet d'aider dans la communication d'un film à la communication, je pense pas. Je pense pas, peut-être que je me trompe, c'est personnel, mais je ne pense pas que ces plateformes aident à se faire connaître ou à faire connaître son projet. Je pense que pour faire connaître son projet, il faut que... Oui, soit faire des interviews, essayer de trouver des gens qui en parlent, trouver des professionnels, trouver peut-être un comédien connu, qui fait que là, on aura peut-être un peu plus de journalistes, un peu plus de gens qui s'y intéresseront, un peu plus de producteurs, et peut-être grossir petit à petit l'enveloppe, grossir l'équipe. Je pense que c'est peut-être un peu plus comme ça, mais je me trompe. Tout est possible de toute manière. Ouais. Alors avec la technologie d'aujourd'hui, l'accès à une caméra, un logiciel de montage, est rendu plus facile en fait. N'importe qui peut le faire, pratiquement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on perd... Enfin, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on y perd en fait? Je pense que ça peut démocratiser aussi le cinéma. Je pense que ça peut donner sa chance à des gens qui n'ont pas forcément des moyens financiers, mais qui ont des choses à dire. Ça peut permettre à des personnes non connues et sans contact de peut-être faire parler d'eux par le biais d'un projet ou d'une idée. Après, bien sûr, il y a quelques dérives. C'est vrai que tout n'est pas bien sur Internet. C'est pas parce qu'on sait triturer un petit peu Final Cut qu'on va faire un bête de truc. Mais ça peut aider, je pense, les gens qui sont en autofinancement beaucoup. Je pense vraiment que ça, c'est assez positif. Ça permet de démocratiser, ça permet d'éviter d'avoir énormément besoin d'argent parce qu'on n'a pas accès à tel logiciel de montage, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a tous un Mac, on peut tous acheter Final Cut. Je pense que c'est pas mal. Moi, je trouve ça bien. Après, de toute façon, même si tout le monde peut filmer, si tout le monde peut monter ou si tout le monde peut écrire une histoire, après, on restera... Celui qui écrit des bonnes choses, il montera plus que celui qui écrit de mauvaises choses. Donc de toute façon, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que tout le monde puisse avoir un ordinateur, une caméra, un appareil photo. Je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je vois ça justement comme une possibilité d'ouverture pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou qui n'ont pas les contacts. Parce que les contacts, c'est quand même assez important en France pour réussir à se faire son trou et pour réussir à trouver de l'argent, pour réussir à monter, quoi. Alors, que penses-tu du cinéma français? Je pense qu'il y a des bonnes choses au cinéma français, mais je trouve qu'en ce moment, je trouve les comédies de plus en plus faciles. En fait, j'ai l'impression qu'on fait de plus en plus le même style de film. Ce sera beaucoup de la comédie ou beaucoup du thriller policier, et j'ai l'impression que plus ça va, plus on ne fait que ça. Et j'ai l'impression que dès qu'on essaie de proposer un scénario différent,
peut-être à tendance un peu horrifique, ou tendance expérimentale, ou tendance... Enfin, autre, tout de suite, c'est difficile parce que ce n'est pas une comédie. On recherche beaucoup la comédie, j'ai l'impression, et de plus en plus avec ce soi-disant contexte de crise. Donc il faut de la comédie, il faut faire du Camping Paradis sur TF1, il faut faire, je sais pas, Camping 2, Camping 3, Camping 10. Ça, je trouve ça un peu ennuyeux. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de... que les producteurs prennent un peu plus de risques, avec des gens moins connus déjà, et avec peut-être des histoires qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir toujours au cinéma. Je vois, il y a des choses qui m'étonnent, par exemple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films américains, les films sur les esprits, les films d'angoisse, les films d'horreur. C'est vrai que comme je suis un peu dans le film de genre, je pense à ça en ce moment. Et je me dis, il y a quand même le public français qui va voir ce genre de film, mais il y en a très peu qui sont produits en France et je ne comprends pas pourquoi. Si le français va voir ce style de film, est-ce que c'est parce que le français, quand il en fait, c'est nul et du coup, ça ne mérite pas d'aller, personne veut le distribuer, je ne sais pas. La Meute, je l'ai bien aimé, c'est peut-être un des rares ces dernières années qui est un peu plus sorti. Encore, il n'a pas eu non plus un succès incroyable au cinéma. Et pourtant, j'ai trouvé ça assez sympa. Et d'ailleurs, ce côté un peu expérimental à la fin, avec ces espèces de zombies, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir justement dans les productions françaises, et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien J'aimerais qu'il y ait un peu plus de prise de risque et qu'il y ait un peu plus de nouveautés sur les écrans. Mais est-ce que le public français est prêt aussi à voir d'autres choses? C'est vrai que la comédie fonctionne finalement. Je pense que oui, mais après c'est comme dans un restaurant. Dans un restaurant, on propose des menus, des plats. C'est vrai. S'il n'y a que ça, il n'y a que ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il faudrait... mais bon, c'est comme ça. J'aimerais un peu de nouveauté. Qui ne veut pas J'aimerais des films aussi un peu plus forts peut-être, un peu plus... un peu comme Truffaut, quoi. Des choses vraiment, des histoires humaines. Je trouve que ça me manque, il y en a de moins en moins. La Nuit américaine? La Nuit américaine, oui, ouais. Mais j'en ai vu tellement de Truffaut, j'adore Truffaut. Ouais, donc, et ça me manque, ça, j'ai envie qu'il y ait un peu plus. Bon, bah après, il faut attendre, je sais pas. Un renouveau? Il y a des cycles, des fois, après. Peut-être, c'est vrai. Ah bah tiens. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité? Bon, Truffaut, c'est pas la peine. Hitchcock non plus. Ouais, non plus. En réalisateur, en comédien? On va faire les deux. Alors en tant que réalisateur, c'est difficile vu que moi j'aime réaliser. Travailler avec un autre réalisateur, c'est compliqué. Mais j'aime beaucoup Costa Gavras. J'aime beaucoup un univers complètement différent, Almodovar. J'aime beaucoup ce côté coloré, ces histoires de femmes. Guillermo del Toro, j'adore. Tim Burton, dans un univers très fantastique. Mais je ne me vois pas travailler avec eux parce que ça reste un réalisateur, voilà, c'est leurs films, c'est leurs histoires, mais j'aime beaucoup. Ou après, en tant que comédienne dans leurs films, pourquoi pas? Là, bien sûr, c'est différent, mais en tant que réalisatrice, je ne me verrais pas travailler avec eux. C'est pas des gens avec qui tu travailles. Ils font leur business tout seuls et c'est très réussi. Ils ont besoin de personne. Au niveau des comédiens, c'est vrai que j'aime beaucoup Jean Dujardin quand même. Je trouve qu'il a ce potentiel, un peu comme les comédiens américains, qu'on peut trouver chez Johnny Depp ou chez... Enfin, tous ces grands Américains qui travaillent un petit peu ce côté acteur studio, en fait. Je trouve qu'il a vraiment une personnalité, c'est quelqu'un qu'on peut façonner. Joe Starr, je l'ai toujours détesté en tant que rappeur. Et depuis que je le vois au cinéma, je me rends compte qu'il y a quelque chose de très intéressant et de très fort en lui. Pourquoi pas aussi? Mais bon, ça encore à voir. Je pense qu'il faut écrire un scénario et avoir des choses à leur proposer, qui les mettent en avant, qui leur donnent envie aussi de travailler avec un réalisateur qui n'est pas connu. Je suis toujours pas morte. Quels sont tes souhaits en tant que réalisatrice sur le court, moyen et long terme? Mes souhaits, ce serait surtout de gagner ma vie avec mes films et surtout de les projeter dans les cinémas, dans le plus de salles possible. Ça, je pense que c'est l'objectif de beaucoup de réalisateurs, c'est vraiment de réussir à montrer ces films au plus de gens possible. Vraiment de trouver un public, de trouver des producteurs, de trouver une équipe. Je suis quelqu'un d'assez fidèle, j'aime bien travailler avec les mêmes gens. Et c'est vrai que j'aimerais bien agrandir cette petite famille et montrer mes films au plus de monde possible. Ça, c'est vraiment un objectif à long terme. Après, à court terme, pour le moment, à court terme, là, je suis en train de vendre mon second court-métrage. Je l'envoie dans les films, dans les festivals, aux chaînes de télé, voilà, tout ce qu'on fait d'habitude avec son film. Mais pour le moment, là, j'ai un peu... je suis en train de retravailler sur le théâtre depuis à peu près 6 mois.
avec l'écriture de 2 pièces, et là je suis en train d'en faire une 3e. Donc là, sur le moyen terme, long terme, je suis plus théâtre, c'est-à-dire que je suis en train de monter des projets avec des pays asiatiques. J'essaie de travailler là-dessus, parce que j'ai aussi envie de faire de l'artistique, tout en mettant en place un système, pas forcément de bénévolat, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose de bien avec l'art, en fait. Peut-être travailler avec des enfants, travailler dans des orphelinats, mettre en place, pourquoi pas, des courts-métrages aussi sur l'histoire de leur pays. Donc ça, c'est plus moyen-long terme, c'est un peu ce que j'envisage de faire au niveau théâtre, et pourquoi pas, après, réalisation. Mais il faut déjà que je vois un peu comment ça se passe dans ces pays, que je fasse un petit peu ma petite place, on va dire. Mais je ne lâche pas la France du tout. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire une petite parenthèse un peu à l'étranger, là, voir un peu comment ça se passe ailleurs, et essayer de rencontrer d'autres personnes, d'autres ambiances, d'autres inspirations aussi, d'autres cultures. C'est bien les voyages. C'est très bien, c'est une drogue personnellement. Je te comprends. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute? De persévérer, de ne pas lâcher, parce que la route est longue. Elle est parfois dure, il y a parfois des coups durs aussi, parce qu'il n'y a pas que des bonnes personnes, mais il ne faut pas lâcher. En fait, je pense que c'est ça qui peut faire la différence, c'est de continuer à rester accroché et à rester productif. Il faut essayer de s'entourer de bonnes personnes également. Essayer de trouver ces bonnes personnes et essayer de les garder à ses côtés. Il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. Et il faut créer, écrire, recommencer, réaliser, recommencer. Et de toute façon, on ne peut que s'améliorer, ça ne peut pas, enfin, je ne pense pas que ce soit pire. Donc plus on fera de films, mieux ce sera. Plus on aura la technique pour diriger les acteurs, pour trouver peut-être un esthétique, travailler ses cadres, travailler son histoire, mieux développer ses personnages. Il faut vraiment s'accrocher. Donc quand on débute tous. Donc on débute tous avec une page blanche en guise de CV. Voilà, il faut y aller. À un moment, il faut y aller. Il faut juste avoir ce courage d'y aller. C'est peut-être ça qui manque à certains. Mais une fois qu'on y est, je vais y arriver, il faut rester accroché et continuer. J'ai pas d'autres conseils. Je pense que c'est le conseil le plus important, je pense. Parce qu'en vrai, le reste, après, le talent, oui, ça joue. Mais je pense que ça se travaille. C'est comme l'écriture. Au début, je pense que les grands écrivains ont écrit des trucs... probablement de grandes daubes, et voilà, au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, bah voilà, tu montes petit à petit. Les réalisateurs, c'est pareil, tu fais rarement... Il y en a quelques-uns qui ont fait des premiers longs métrages où tout de suite ils ont explosé, tant mieux, c'est génial. Après, tout le monde n'a pas cette chance, malheureusement, mais il faut quand même rester accroché. Et, un moment, si on y croit, je pense que ça peut bouger vraiment. Il faut faire attention aux signes, les petites réussites ici et là, et c'est ça qui font qu'à un moment, le château monte. Je suis d'accord. Et dernière question pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps? J'ai bien aimé Insensible. Il est sorti, je crois, il y a un an et demi. C'est le dernier film qui m'a vraiment laissé une impression assez forte. C'est un film de genre, mais qui mélange... C'est un film français Non, c'est un film espagnol. Je crois que c'est l'espagnol, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il a été produit par Guillermo del Toro. Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûre de moi. C'est un film qui a pas dû marcher en France, parce que je ne l'ai pas vu. Il a dû être projeté dans très peu de salles. C'est l'histoire d'enfants qui ne ressentent pas la douleur et qui sont donc enfermés dans un asile psychiatrique, on va dire, spécial pour enfants. Et de là naît une histoire humaine et tragique aussi. Donc c'est un film de genre, c'est un peu sur la fabrication d'un monstre. Comment fabriquer un monstre. Et je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ce scénario très bien écrit, j'ai trouvé l'esthétique vraiment très belle. Il y a un personnage qui est scarifié, le maquillage, enfin un travail d'effets spéciaux absolument magnifique. J'ai trouvé ça vraiment très fort, aussi bien au niveau historique qu'au niveau histoire, parce que c'est vrai que c'est sur l'histoire un peu de l'Espagne, sur fond de guerre, etc. Mais c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment marquée et un esthétique qui m'a vraiment marquée. Une esthétique qui m'a marquée.
D'accord. Et c'était quel genre de film déjà? Est-ce que c'était... Film de genre, insensible. Il se trouve très facilement sur Internet, je devrais pas le dire. Si, c'est un film d'angoisse, plus c'est pas horreur. J'aime pas tout ce qui gicle, comme The Hostel par exemple. C'est vrai que j'admire les effets spéciaux, c'est un travail magnifique, mais c'est vraiment trop. Je trouve ça plus répugnant et moi j'aime bien avoir peur. J'aime être angoissée. J'aime pas être dégoûtée. Et justement, Insensible, il y a du suspense un petit peu, et c'est vraiment l'histoire tragique d'enfants qui sont livrés un petit peu à eux-mêmes finalement, avec leurs différences. C'était quoi ce bruit? Tout va bien. Ok. Alors...